Tout le monde, merci d'être venu tôt ce matin. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anthony Attier, directeur du développement des affaires chez I&M. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une petite présentation avec notre président Vahe Kassarjian. Il y aura Wes Hopkins également. Et puis on a également certains membres de l'équipe Adobe dans la salle, donc Danny Saikeli et puis Nick McGregor et Jasmin Carbonneau aussi. Salut. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, suite à moi, Vahe va nous présenter un peu le contexte. Ensuite, il y aura deux études de cas par Wes Hopkins. Et puis, finalement, à nouveau, Vahe qui va parler un peu d'adoption et d'implémentation. Et puis, nous voulons respecter votre temps. Donc, comme nous l'avons dit, à 9h30 pile, nous allons arrêter. Mais pour ceux qui désirent rester parmi nous, on peut avoir des discussions encore. On a la salle jusqu'à 10h environ, donc on peut échanger. Un peu d'I&M, donc ça fait 28 ans qu'on est sur le marché, on vient de célébrer nos 28 ans. Nous sommes une équipe d'experts agiles et à taille humaine, donc vraiment on est fiers de fournir des cerveaux plus que des bras à nos clients. Donc on a vraiment un service personnalisé et on est un partenaire allié d'Adobe. Depuis 1999, on est les plus certifiés au Québec et on a reçu notre accréditation de spécialisation de partner. Et finalement, dernièrement, quand Forrester a annoncé qu'I&M était encore meilleur de sa catégorie, I&M a été mentionné comme un des partenaires clés mondiaux, un des 6 partenaires clés mondiaux. Donc, je vais passer le micro à Vahe qui va nous parler de Trends Issues. Merci beaucoup, Anthony. Merci tout le monde d'être venu si tôt. Si vous voulez bien, j'ai des diapos en anglais, je vais parler en français. C'est très Montréal, but you can ask questions in English. Interrupt me if anything for questions. And then eventually we can push the harder questions towards the end, take the easy ones. Let's go, make it more, interactive. This is why it's a small assembly as opposed to a big show we wanted to do. Donc, regardons un peu c'est quoi l'expérience client dont nous avons hérité aujourd'hui. On peut retracer les racines au 19e siècle, où l'expérience client, c'est essentiellement de mettre le pied dans la porte et de vendre quelque chose. Donc, comment ça se traduit par le parcours client simplifié? Ce qu'on a ici sur l'axe horizontal, c'est le temps. Sur l'axe vertical, on a la persuasion ou l'engagement, disons. Donc, on allait d'un moment où on rencontre quelqu'un, on lui fait une vente, et le pied ne sort pas de la porte tant que la vente n'est pas faite. Donc, pourquoi? Pourquoi ça marchait? Essentiellement parce que on vit dans un monde de pénurie de produits. On vit dans un monde de peu de points de contact. Je ne sais pas, les gens vont à la ville une fois par semaine. Le traveling salesman, donc le commis voyageur, vient chez vous une fois par mois. Et surtout, une mentalité de command and control. L'autorité, finalement, c'est le vendeur. C'est lui qui sait, c'est lui qui vous dit tel produit est bon, vous l'achetez. Voilà, c'est simple. Donc, au XXe siècle, nous avons hérité de ce modèle-là, tant bien qu'il y ait plus de points de contact et de fréquences de communication, les deux. C'est-à-dire que, bon, là, on a le téléphone, on a les journaux, et bien sûr, les sites web, les applications mobiles ont été considérés dans la même catégorie. Et ce que nous, dans l'industrie, avons fait globalement, c'est industrialiser le tout. If something is good, overdo it. C'est vraiment ce qui s'est passé dans le XXe siècle. On se retrouve avec des silos comme ça. C'est la réalité de la plupart des entreprises. Ce qui nous donne quelque chose qui a l'air de ça. Target's been neutralized. I'm heading to the hotel. Checking into the penthouse. The name's Hunter. Certainly, Mr. Hunter. I have your reservation right here. Wait, did you say Hunter? Mm-hmm. No, I don't have a Hunter. But you emailed the confirmation to my watch. Well, marketing handles emails. Oh, I have a Hanson. No, it's Hunter. Hunter. I picked my room on your app. Oh, we have so many apps.
But I'm a platinum member. I even have a promotion from your website. Promotions are on a different system, but I do have a single on the ground floor, Mr. Hanson. It's Hunter. My name is Hunter. Donc, excès d'industrialisation, je dirais, du XXe siècle. 21e siècle, c'est un peu différent. Là, je pense que mon micro marche. Ne marche pas. Si, vous m'entendez? On va jouer un peu plus. Voilà, ça va. D'accord. Donc, 21e siècle, ce qui est différent. D'abord, on n'est plus dans une mentalité de pénurie. On est dans une mentalité de surabondance de produits, de fournisseurs, mais surabondance d'informations aussi à propos de fournisseurs et de produits. Donc, à la limite, il y a pénurie d'attention des gens avec qui on est en train de dialoguer, de l'importance d'être pertinent avec eux. L'autorité n'est plus l'autorité de l'époque. Le vendeur n'est qu'un vendeur. Le client est plus renseigné que le vendeur. Il y a beaucoup plus d'opportunités d'interaction. Les points de contact sont multiples par le web, les applications, etc. Et dans tout ce qui est environnant, bien sûr. Empowering prosthetics, j'aime bien ce point-là, quoique plus compliqué, on en parlera plus longuement si vous voulez. D'une certaine façon, ces devices deviennent des extensions à l'humain. Donc c'est une relation symbiotique entre l'humain et la technologie. Et désormais, ce sont les technologies qui magasinent aussi, donc comme prothèse qui est une extension de moi-même. Et Smart Technologies, essentiellement, c'est-à-dire que nous, côté fournisseurs finalement, les organisations sont équipées suffisamment de technologies pour bâtir un contexte sur les gens qui viennent. Donc ce n'est pas seulement de dumper du contenu sur eux, mais de deviner quelque chose sur leur contexte, sur leurs préférences et d'être pertinent dans ce dialogue-là. Donc il faut en profiter. Ce qui nous amène finalement à ce que la plupart d'entre vous connaissent ici, ce qu'on appelle la stratégie omnichannel, qui globalement se résume en un seul continuum. Donc j'y arrive. Ce parcours client qui était en 2 étapes hyper simplistes devient quelque chose comme ça. C'est ça le parcours client où on prend un client qui est vaguement réceptif à votre message et puis là, il faut faire passer votre proposition de valeur, développer une certaine relation et progresser vers ce qu'on appelle une transformation, une conversion, bien sûr. Et au-delà de ça, c'est la fidélisation de ce client-là. Donc, j'ai mis quelques étapes ici, ça dépend de chaque industrie, bien sûr. Il y a des milliers de possibilités de points de contact. Il n'y a pas 2 clients qui suivent exactement le même cheminement. J'aime bien les 4 flèches qui sont en bas, donc l'expliquer en 1 minute. Une bonne manière de regarder à ça, c'est dans les milliers d'interactions possibles, c'est qu'il y a 4 possibilités à chaque micro-interaction. Vers le bas, ça veut dire ne me parlez plus, abandon total, unsubscribe, voilà, on ne se parle plus, on est fâché. Vers le haut, ça veut dire oui, ça y est, on s'en va vers conclure une transaction. D'accord ? Mais ce qui est plus intéressant, ce sont les 2 autres finalement. Vous avez une flèche qui monte vers une progression vers la transformation. On voudrait faire ça de manière contrôlée, de manière dosée. C'est là où on progresse. On a bâti plus de confiance ensemble. Vous avez appris quelque chose dans cet échange-là. Donc il y a une valorisation dans l'échange, alors que la continuité, qui est « oh là là, ça c'est compliqué, ce que vous m'avez envoyé un mail, c'est tellement long que je vais regarder ça demain ou la fin de semaine, mais ça c'est déjà mauvais, parce que fin de semaine, vous envoyez un autre email, il y a une espèce d'ennui qui s'installe et ça mène vers l'abandon éventuellement. » Donc, beaucoup d'opportunités de points de contact, beaucoup d'opportunités d'échecs aussi, d'où l'importance, constamment, sur tous les points de contact, de mesurer de manière cohérente et constamment de faire des améliorations d'expérience utilisateur. On se comprend bien que expérience ici veut dire un peu plus que des contenus ou des messages graphiques ou des pixels. C'est vraiment l'expérience de ce qu'on vit finalement. C'est une chronologie d'engagement entre le client et ses fournisseurs. Et globalement, on peut résumer avec ça. C'est les grandes étapes. Acquisition, conversion, rétention. D'accord ? Et quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, là je vous montre une diapo de chez Adobe en particulièrement, mais si on regarde par exemple dans le retail en haut à gauche, il se peut que l'acquisition se fait davantage par la publicité classique, d'accord ? Que par exemple dans travel, l'acquisition se fait probablement davantage par des recherches de mots-clés. D'accord ? Mots-clés très très importants dans les finances, par exemple, en bas, dans les services financiers. Donc, quelle que soit l'industrie dans laquelle on peut traduire et arriver à ce même principe de acquisition, transformation, rétention,
Et globalement, si on inverse l'équation, on sort du mode silo, on commence à réfléchir à partir du client, il y a 4 paramètres à respecter. 1, de connaître l'individu. Know me, respect me, respectez-moi. Mon temps est important. Il est vrai qu'il y a des gens qui crient de temps en temps en disant non, vous cueillez trop d'informations à mon propos, il y a des problèmes de vie privée, etc. Mais les enquêtes montrent que c'est moins de 2% de la population qui se plaint de ça. Plus de 50% de la population est très content, finalement, d'échanger, de révéler certaines informations non privées avec vous, de manière à avoir un dialogue plus pertinent. Et surtout, dans les milléniaux, on passe à 65% de gens qui veulent faire ce contrat social. Je vous révèle l'information, mais soyez pertinents avec moi. D'accord ? Speak in one voice, à travers tous les points de contact, je veux une continuité. La technologie n'est qu'un moyen. Ça, il faut que ça marche tout le temps. C'est comme un avion qui vole tout le temps, pas la plupart du temps, tout le temps. Ça, c'est très important. Et puis, surprenez-moi, de manière agréable. Pourtant, la plupart des entreprises font ça aujourd'hui. D'accord ? Scott Brinker, qui est le bonhomme qui met ce fichier à jour, tous les ans, depuis 6 ans, il a fait ça. Il a plus de 5000 outils de marketing. Autrement dit, ce qu'il montre ici, c'est que pour faire des analytiques, on prend un outil. Pour faire l'application mobile, pour faire des analytiques du mobile, on prend un autre outil. Pour faire du audience management, etc. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont cette attitude de j'ai un couteau ici, une fourchette ici, etc. On ne réfléchit pas en termes d'une boîte à outils continue. Et j'ai pris la peine, en fait, de mettre le 2017 versus le 2016 ici. C'est à peu près la même chose. C'est une pizza de logo, finalement. Mais juste pour dire à quel point c'est un milieu fragmenté. Pourtant, ce qui se passe, on a des signaux à l'extérieur. Ce qu'on voit ici, par exemple, c'est tout récemment le nombre de magasins qui sont en train de fermer en Amérique du Nord. Beaucoup de données, par exemple, sur la disintermediation, dans le sens que les gens vont directement faire du self-service plutôt que de passer par des agents, par exemple. C'est très, très clair. Les signaux sont là. Ça, c'est par exemple comment les gens prennent leurs nouvelles. On voit comment tout ce qui est imprimé papier qui va vraiment vers le bas et comment tout ce qui est en ligne, bien sûr, prend la relève. Ça, c'est le graphique qui doit effrayer la plupart des gens dans le commerce de détail. Donc aujourd'hui, on n'a pas grand monde ici parce qu'à Toronto, il se passe une très très grande conférence, mais ce sujet est très important pour ces gens-là aussi. Amazon, qui a une croissance phénoménale par rapport à tout le reste qui en souffre. On a beaucoup de signaux à propos de l'apocalypse. La publicité classique ne marche plus. Il faut faire autre chose. Les signaux sont très très forts. Il faut bouger là-dessus aussi. On a d'autres signaux depuis des années. Gartner sort des rapports, d'autres analystes aussi. Mais ceux de Gartner sont très évidents à propos de qu'est-ce que l'industrie est en train de dépenser en numérique. Donc, ce n'est pas pour vous dire de dépenser énormément sur le numérique, mais c'est que les concurrents sont en train de creuser l'écart, essentiellement. Les causes possibles, on va faire ça rapidement. Pour moi, c'est un cercle vicieux. C'est de ne pas écouter ce qui se passe sur le marché, bien sûr. Et écouter, c'est autant dans les nouvelles, dans les analyses, et les experts, éventuellement. Des gens qui sont là, ou les études de cas, qu'est-ce que les gens font. Ce qui mène à une stratégie plutôt faible. Et c'est bien simple de demander aux grands patrons d'avoir une stratégie s'ils n'ont pas des inputs nécessaires de ce point de vue-là. Ce qui mène à une exécution marginale. Et une mauvaise exécution mène aussi à ne pas cueillir suffisamment d'informations sur son marché. Parce que les clients sont en train de générer des signaux. Ils laissent énormément de traces, là aussi, sur les sites web, en réponse aux emails que vous envoyez, dans les applications mobiles, etc., dans tous ces points de contact. Edward Denning qui dit, si on n'écoute pas, bon, c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent disparaître de toute façon. Voilà. Mais parlons d'exécution surtout. Stratégie, on y arrive tout à l'heure. Parlons d'exécution un instant. Gartner et d'autres analystes l'ont manifesté à leur façon aussi. Ils ont réalisé que les choses sont trop fragmentées et inefficaces. Il y a trop cet effet de silo. Il faut tirer les choses ensemble. Ils appellent ça le marketing hub. Vous voyez les points de rencontre qui sont ici. Donc, au lieu d'avoir un outil d'analytique d'un côté, un outil de web, une application mobile, etc., est-ce qu'il n'y a pas un point de rencontre où tous ces outils dérivent finalement d'une même plateforme? Depuis quelques années, ils sortent ce rapport qui s'appelle le Magic Quadrant des marketing hubs. Forrester a le sien, etc. Et j'explique rapidement ce que c'est. Les outils traditionnels qu'on connaît, ce qu'on appelle les one-trick ponies, les outils qui font une chose à la fois, donc la mosaïque de Scott Brinker qu'on a vu tout à l'heure, sont en bas à gauche. En bas à droite, en extensibilité, c'est-à-dire qu'on a les outils de plateforme, autrement dit qu'on peut adapter et faire évoluer vers un écosystème.
Et puis en vertical là-bas, on a les suites, autrement dit les produits qu'une fois qu'on achète, comme les produits d'IBM, etc., une fois qu'on les achète, il y en a énormément qui viennent dans la boîte. Il y a énormément de fonctionnalités. Par contre, c'est des outils qui n'interopèrent pas très bien avec leur environnement, que ce soit avec vos logiciels legacy ou bien que ce soit avec les autres marques, disons. Et en haut à droite, vous avez les produits qui sont riches au point de départ. Il y en a beaucoup, donc out of the box, et par ailleurs qui sont très extensibles aussi. Je passe 1 minute là-dessus. Qu'est-ce qui définit les marketing hubs? Parce que c'est très sympathique de lire ces rapports, le Magic Quadrant, on regarde qui est en haut à droite, mais ce qui est important de comprendre, c'est les 4 critères principaux. Un, c'est le Master Audience Profile, c'est-à-dire tous les gens qui rentrent en contact avec vous de manière anonyme, de garder une trace de quelles sont leurs préférences. On n'a pas leur adresse, on n'a pas leur code postal, on n'a pas leur adresse email. Pas nécessairement, donc ça rentre une autre catégorie. On peut gérer ça aussi à travers des campagnes et tout. Mais réfléchissons au top of the funnel. On n'a pas ces informations-là encore. C'est là que ça se joue réellement. Donc, est-ce qu'on peut se constituer un profil de ces gens-là et chaque fois qu'on a un point de contact avec eux, utiliser cette information-là pour les exposer à de l'information. On ne prend pas d'informations de leur part, on les expose à de l'information pertinente. Workflow collaboration, c'est vous-même couper l'effet de silo et avoir plus de collaboration. Donc, intelligent orchestration, c'est utiliser les données qu'on a côté serveur, finalement, pour personnaliser un peu plus les contenus, être pertinent dans notre dialogue avec les clients. Et finalement, les mesures. Il y a une seule sorte de mesure à travers tous les points de contact. Ça ne fait pas de sens de ramasser des bouts de rapport et de les combiner ensemble par la suite. Et une bonne expérience serait ceci. Everybody on the floor! This is a robbery! Don't move! Get down now! Don't move! Get down and stay down! You move! The money! Money! Open the vault! Mr. Johnson? Eric Johnson? How does she know your name? I don't know. Your mobile app pinged us when you walked in. Looks like you were on our website and thinking about buying a house. You moving out, man? I need my space. You may think you can't afford a new home, but we have some amazing new rates. I could text them to you. Oh, those are fantastic. And Mr. Davis? Yeah, it's me. Did you click on one of our emails about consolidating your student loans? Maybe. Oh, well, we can help you with that too. Hey, what are you doing? This is a robbery, remember? We gotta go! Come on! Can I lock those rates in on the app? Well, of course you can, sugar. Thanks. Donc voilà une bonne expérience. Et je passe le micro à Wes pour des études de cas, d'expériences un peu plus intéressantes que ce qu'on vient de voir. Yeah, you got the hair right. The instrument's wrong, though. I'm a percussionist, DJist, all that sort of stuff. Oh, you're a lefty. Yeah. All right. Do I have to switch decks here, or? Yeah, I'm sorry. Okay. You don't want to make a solo, honestly? No. Tap dancing works That's better. right. Is this correct? That's correct. OK. So, bonjour tout le monde. Je m'appelle Wes Hopkins. Et maintenant, c'est la première fois que j'ai parlé en public en français. So, merci pour la nouvelle expérience. Donc, je n'ai pas la confiance et le vocabulaire pour présenter mon matériel en français. Donc, maintenant, j'ai changé en anglais. So, thank you. So, all right, so today I'd like to take you on a few stories today. The first one about becoming an experience-oriented business, how one of our customers went from fairly, top-down, operational, siloed type thing to really becoming more customer-focused, experience business-focused. The second one speaks to a use case where a customer traditionally has a very short, in-person, and very anonymous type interaction, and how they expanded their customer journey through their web, mobile, in-person, and email follow-up, etc. So really orchestrating a customer journey. And then afterwards, I'd like to couch those two case studies in the Adobe technologies that were used. But I really want to underline
before we get started that this truly, really isn't about technology. I know it's kind of funny coming from an engineer and an Adobe rep, but the idea really is it's about thinking differently about how we're approaching the customer journey, right? So traditionally, we are building systems, we have our lines of business, and we expect the customer to understand how to interact with them. Well, this is about putting it all around, flipping it upside down, and putting the customer at the center. So Vahe already went through the idea of putting customer at the center, but ultimately as we go through interactions together and you compile data, you can get to anticipate what I need and be able to offer those types of services without me having to think about it, and creating a truly one-to-one personal conversation. And thirdly, I think most importantly, making the technology transparent. In other words, technology for technology's sake just simply isn't cool. I mean, I have a computer because I enjoy the results that it gives me, not the fact to have a computer. So when we're thinking about building interactions, we want to make them seamless, so it's effortless from end to end, and we'll be highlighting how we've been doing that with some customers in the following case study. So, which leads into becoming an experienced business. We already have a general idea of what it might look like from a customer perspective, but how do you operationalize and change your approach to the customer journey? So, if you think about a truly innovative, fast-moving, forward-thinking type of business, I'm sure you're thinking of a place that's headquartered in something that looks like this. This is Dundas House in Edinburgh, Scotland, and is the home of the Royal Bank of Scotland. So that's our first case study today. Interesting side note, I've been watching Netflix lately. I don't know if you've seen Outlander, but it's great. And it's a little bit of time travel history, but it's basically the time period is the Jacobite uprising, around the time when the Royal Bank of Scotland was founded. So a little bit of side trivia. The uprising failed. The English remained on the throne. However, the bank, which was funded during the time of the uprising, succeeded, and they're still around today. So they've been around for about 300 years. Tons of the UK market, commercial banking, personal banking, retail, etc., the entire gamut. A very traditional business, as you may very well imagine. But they are also, too, an industry in transition. So these are generally the challenges that they were going through. Obviously, the financial crisis needs no introduction. But it provided RBS the opportunity to kind of take a step back, to think about how they were not just doing business as usual as a bank, but how they were approaching digital, how they were architecting those experiences, and basically it was the impetus, it was the tipping point for reinvention. Likewise, the approach to digital, which is pretty common, not just simply across banks, but I would say a lot of the places that I've been, is a fairly fireworks-style approach, was also an impediment to creating a truly cohesive, organized customer experience. And that also is reflected in the culture and organization. So what was the approach to digital? Which was simply spending a lot of time and energy building technology and then sending it up live, lots of sound and lights, but did it actually move the needle, right? There's a lot of time invested, a lot of emotional investment that we're really doing something important, but there was really no way of determining whether or not that actually moved the needle or not. So in other words, there was no analytical data. They weren't following up on whether or not these journeys were actually changing anything for the customer. They're just simply sending them live. And that, of course, is, surprise, surprise, siloed thinking, both in terms of the way the technology is architected, but also the way the business is organized. And I swear, if someone can come up with a solution for siloed thinking, you're going to make yourself $1 billion. No matter what industry, no matter what company, no matter where you are, this is what we have to deal with. So this was absolutely reflected in the way that the customer journeys were architected. So if we are considering a product online like a mortgage, then the assumption is, of course, that I'm going to use tools for the online, and then afterwards, when I'm now servicing, making payments, etc., it's going to remain in the same channel. That's how the tools are designed. That's how the lines of business function. But the reality, as we've been emphasizing, is it's far more different than that. It's far more fluid, and the different channels, different lines of business, different interaction modalities, they all influence each other, right? So here's a sample journey of interacting with RBS for getting a mortgage. So in the top left, I'm considering it on the website, and now I switch to my tablet or my mobile phone, and now I use a mortgage calculation tool. Then I'm like, okay, perhaps I'd like to make a call in, pick up the phone, call to the call center.
They get a registration that I'm interested in a mortgage, outbound call follows up later, I go in person into the branch, and then afterwards, after I've been approved, I'm now servicing my mortgage online. In other words, this is a journey that crosses many types of devices, many different channels, and many different lines of business. So the impetus now becomes figuring out what are the key journeys, where are customers struggling along their journey, and what are the opportunities that this is opening up for them. So the bank recognized this, and this was their opportunity to reinvent themselves. So they reinvented themselves as something I thought was pretty cool, was superstar DJs. So why DJs? It sounds pretty ridiculous, but actually the analogy makes a heck of a lot of sense. Because DJs are people who experiment with content. In their case, it's music. So you put an experience out, see how the audience is reacting. If they're enjoying it, you do more of it. If you don't like it, they pull it back in. But they're very much connected to the reactions and the experiences of their audience. So taking that mindset of being very reactive, experimenting and playing with it and remixing the content and remixing the experiences was basically the approach. So that's the vision of doing what they wanted, but how did they execute upon it? Well, what do we got here? I think I'm one slide ahead. Sorry. Okay. Basically, they needed the tools to do it. So the first thing you know is if you're going to be hosting experiences and remixing and content and stuff like that, you need a CMS. You need a place to put it. So that's why they chose Experience Manager. Second of all, you need to understand what is going on across all the touch points. So by using tag management and analytics to instrument all the touch points, you can now build effectively a data map of all customer interactions across channels, offline, online, mobile, etc., and bring up the dashboarding to understand what these customer journeys are actually looking like. And thirdly, you need a way of mixing. You need a mixer, in this case Target, for optimizing, customizing that experience for the users. So who do they give these tools to? Everyone. And this is basically, I think, probably the most critical and important part of their strategy was they democratized the access to the tools. It wasn't just simply giving it to a bunch of data nerds in the corner and having them tweak things till it turned out right. No, what they did is they provided dashboards that anybody across the affected by the lines of business could go in and see how the experiences were performing. What that did was it kind of created a very virtuous feedback loop in terms of the way that they tested things. So you had... detected that a minimum number of lines are connected to this conference. Okay. Do you want to continue your meeting? Yes. Check 1 to confirm. If there is no response, the conference... Okay. Yeah, I would like to continue my meeting. Just all right. Okay. All right. We'll cut the audio. Well, you're not on your phones. Okay, that's good. I appreciate it. So the idea is that they would put out content and then immediately see how things were performing. As a result, create informed hypotheses about how to modify and enhance that experience, and then send the content back out again. The results I thought were pretty impressive. So before they embarked on the Superstar DJ style program, they had 2 optimization analysts, and they ran 2 tests per year. Very good tests. So one was around account opening, another one had to do with mortgages. The idea is that it wasn't very good. 1 year later, they've operationalized it, 50 specialists, 400 tests, 100 tests per quarter, 10 analysts, and they did it without adding any headcount. This is just simply enabling that type of behavior, using the tools inside the organization to make things work better. And think about it, this is a bank. Right, this needs to be fully compliant. This needs to conform to regulation. You can't just, mix things up willy-nilly. No, they were able to do that, stay compliant within regulation, still do 400 tests to optimize the experience. It's absolutely impressive. And the results are in the numbers. Of course, they're not going to give us all the numbers. They are a bank. But what they were able to share with us was 20% conversion boost by mobile application for mortgage. Impressive. Going from months of application development to be able to put new experiences out in weeks. That's agile. 40 plus marketing, CMS, etc. type systems consolidated down to one unified platform. I mean, there's one place to go. You just log into the Marketing Hub, see how the reports are performing, switch over to Target and AEM all inside one hub.
absolutely rapid. And most importantly, more than anything else, it addressed the fireworks style principle in that absolutely every single piece of content goes out is 100% tested for validity and the most optimal experience. So it really turned out, well, I think, pretty rad. The second case study is one that appeals certainly to my traveling heart. I'm kind of a serial traveler, which is Heathrow's airport in the UK. So there, you wouldn't normally think of an airport as being sort of a commercial, well, shopping-style thing, but basically the Heathrow Airport, $2 billion worth of retail goes through there. In fact, it is probably by square foot the most productive retail space in the UK. There's about 250,000 passengers pass through it every year, 76 million in total every year, 250,000 per day. So their core business is airlines. It's just getting people from A to B. They've built cathedrals to shopping. However, facilities are clearly part of it, and you can add more runways. They're trying to now. Right now, they're landing planes every 60 seconds. They're absolutely at capacity. So as a marketer, how do you move the needle for the business to create a more compelling experience that expands beyond the simple passenger anonymous journey of showing up, hopping on a plane, and taking off? How do you increase retail sales? How do you help customers through the traveling journey by providing them relevant information before they arrive at the airport, during their stay, etc.? And Heathrow started with the vision, which was to give passengers the best airport experience in the world. And they took a step back and they kind of re-envisioned what a passenger journey with Heathrow should look like, and they created the following video to basically put context to the journey. So it runs about 2 minutes, kind of give you an idea of what they used. This became a very powerful tool internally to both organize around the vision and then get executive buy-in when they went to execute. And then afterwards, I'll show you some of the things that they had done. This is the story of Rebecca Ward and her journey with Heathrow. The Ward family have recently booked their dream holiday to Australia. They're travelling with BA from T5 to Sydney on the 20th of December. Whilst planning their trip, Rebecca visits heathrow.com and searches for various pieces of information. A couple of days later, Rebecca revisits the site to find tailored content that reflects her apparent family status and her interest in a holiday to Australia from T5. She clicks through to the official parking website, choosing the long stay option, and whilst getting a quote for 3 weeks parking, she gets distracted. Rebecca reads about how her personal data will be held in a privacy-compliant, secure manner. She completes her booking and joins Heathrow Rewards, informing Heathrow of her preferred retail categories. Joining the programme makes sense since she frequently passes through the airport on business and she'll be able to accumulate rewards points very quickly. Rebecca receives an email confirming her booking and her Heathrow Rewards membership. Over the next month, she receives communications explaining the benefits of the rewards programme, as well as her first Heathrow Rewards newsletter, which prompts her to add her electronic rewards card to Apple Wallet on her iPhone, right next to her BA boarding passes. A few days before departure, Rebecca receives an email with information on how to download the Heathrow app, which she does. She loves the interactive T5 map, along with a discount e-voucher for Gordon Ramsay's Plain Food restaurant. When the big day comes, the Ward family enjoy a hassle-free drive to T5. Upon arrival at the long-stay car park, the barrier recognises their number plate and opens automatically. Rebecca receives a text message welcoming her to Heathrow. It contains check-in information and tells her how to access unlimited free Wi-Fi whilst in the terminal. Upon entering T5, Rebecca gets her phone out to have the boarding passes scanned. The lock screen on her phone also displays her rewards card, reminding her that she can collect points on all of her shopping. The family settle into the restaurant, where she uses her discount voucher. Whilst there, both Rebecca and Richard log on to the free Wi-Fi to have a last-minute check of their emails. As a rewards member, Rebecca notices that she has received an in-store offer from Burberry, her favourite brand. It gives her just the excuse she needs to leave Richard with the kids for 20 minutes at the kids' stay and play area. Richard checks his emails too and receives a fantastic Apple offer from Dixon's Travel. The email also provides a weather forecast for Sydney and information on the best way to travel from the airport to the city centre. The Heathrow app notification service lets Rebecca know that the gate is open and the family board the plane with their purchases. A Burberry handbag for her, earning her 500 points and premium tier status, and an iPad mini to keep James entertained on the flight.
The Ward family have had an amazing holiday and managed to cram in everything on their planned itinerary. They arrive back at Heathrow on time. At the luggage carousel, Rebecca receives a notification from Heathrow stating that she has enough accumulated points to instantly redeem them on purchases at World Duty Free. Perfect! Combined with the cash in her purse, she has enough for a bottle of champagne to share with Richard when they get home to celebrate an amazing holiday. The following day, Rebecca receives an email from Heathrow that welcomes her back from holiday and invites her to complete a customer satisfaction survey. She gives Heathrow a glowing review, and she has no qualms in telling Heathrow she will be passing through the airport again at the beginning of May. A couple of weeks before Rebecca returns to Heathrow, she sees an ad for Heathrow Boutique. She clicks through and notices that a Burberry purse matching her handbag is now in store. She can't wait to get back to Heathrow to buy it. She makes a mental note to arrive early and give herself more time to shop. This is just one example of a Ward family journey. Just imagine the possibilities of replicating this experience for every single passenger on every single journey. Axiom and Heathrow, together making every journey better. So, that's a pretty cute cartoon. And it certainly outlines the vision of where they were intending to going with the customer journey. And the first, of course, major challenge that they're having is understanding who their customers are, right? So traditionally, well, basically, the boarding pass information, that is data that belongs to the airlines. And likewise, even though you're presenting, ID in person when you board your flight, that is very much government ID, and you don't have access to that. So what Heathrow did in order to sort of build up that customer profile was creating their own CRM, and then aggregating data from a variety of data sources. In their case, they instituted the rewards program, so providing an opportunity for people to provide both their tastes and offer rewards, right? So you've got also Wi-Fi login. So in terminal, as you log in and get the free Wi-Fi, you provide a little bit of information for retargeting purposes, etc. Well, it'll come to me. Travel bookings also as well, they do that online. And aggregating second and third party data from other providers. Interestingly enough, it's now opening up new data sharing opportunities with their airline partners to understand who is arriving and who is departing. In other words, building up more customer profile information in order to create those tailored experiences. For example, let's take a look at how they have actually executed on the personalized communication. So in this case, this is an email that's sent just after doing a parking booking, for example. So in this case, we can customize an email based on my previous purchase history, which makes sense, right? If I have already purchased something, I want to see more of it. Likewise, if they've already downloaded the mobile app, there's no need to remind people in an email to download the mobile app. Again, speaking in one voice, we understand that you've got the product. There's no need to remarket you the same type of information. And of course, providing information or sort of targeted advertisement based on my preferences. So as the customer logs on in the terminal, they are now presented with an email. On the left-hand side, it's basically geo-fenced. If you log on to Wi-Fi in Terminal 2, you will get a Terminal 2-based offer, whereas if you log on in Terminal 5, you'll get an email from Terminal 5. So in this case, it's an iPad offer for electronics in that terminal. What's really interesting about how they're closing the loop on email communication and feedback is the satisfaction survey here on the right-hand side. They're taking the results of those surveys, and then now what they're basically wiring up is to connect it directly to airport operations so that customer feedback in the email is now triggering real-time notifications to alert the customers operations in the airport of any issues that need addressing, which is really closing the loop on notifications. Now, retargeting, this is cart abandonment. So typically in retail, if you start a purchase, don't complete, this is sending back emails basically on an open cart. In this case, you're getting 28% conversion of sorry, I'm losing my pace here. I'm losing my space. Targeted push notifications. So these are ones that are very powerful, but you've got to be careful of. Nobody wants to be notified too many times, and we want to make sure those offers are relevant. However, in this case, I have a few hours to spare on the left-hand side, and I've already been to a spa before. So chances are, if I've got 2 hours left for my terminal, why not take advantage of that extra time and recapture? And on the right-hand side is a targeted advertisement based on my proclivity for coffees before my flight. So they're offering a 10% promotion. Website personalization as well, making sense of where we are in the world. In this case,
If I'm in London proper and close to Heathrow, I will see a parking booking showing up on the top, which is relevant to me, whereas if I'm out of town or visiting from outside the UK, chances are I'm more interested in rail travel in order to getting to the airport. Again, making a more relevant customer experience based on either where we are or what we understand, which is ultimately driving towards continuing improving the experience. Heathrow partnered with another partner of ours, ClickTail, to generate maps that look like this, which is ultimately determining real-time how customers are interacting with the site, where they're struggling, what they're using, what's not working, etc., allowing you to create informed hypotheses about what you could do to optimize the experience. Using ClickTail, for example, they created a hypothesis going, okay, what would make more sense? A booking widget in the left-hand column or one big purple blob in the middle of the page? Well, it turns out the big purple blob in the middle of the page gives them a 2% boost in revenue just simply by making that content more relevant. This number is absolutely massive for Heathrow. We'll get to that in a bit, but we're talking millions of pounds. So small optimizations driven by basically data can determine a much better experience both for the customer and also have serious impacts on the bottom line. When we're talking about making technology transparent, I know this is a very busy slide, but what they were getting at here is this is the parking booking experience. And they were noticing through analytics that customers were having issues with, in this case it was postal code. So they tried a couple of different variations using that mixing technology as part of Target to try different variations on the code, but ultimately it resulted in dropping error message 22%. So if you are booking travel, and travel can be stressful for some people, if you can take the friction out of it by 22%, it makes the journey that much more comfortable. And again, it doesn't need to be simply about fixing things. It could just be trying out different types of creative, find out what works best for what audience. And in this case, business travelers respond more to business-focused imagery, whereas if I'm traveling for leisure, couples and personal style imagery results in click-through rate increases, of course. And also no kids in that picture. That's true. They left them at the stay and play. And naturally, you need to understand where this is all coming from, so you can use the power of inside analytics to determine what's happening. One of the neat features actually is anomaly detection in their premium product, which is typically if you see a bump or a drop in your numbers, and usually you would send an army of analysts to go figure out exactly why that happened. Well, using analytics, you can basically click on the bump or the spike, click Analyze, and it automatically will give you out the factors, whether it's you launched or withdrew a campaign at a certain time, or increase in traffic based on a mobile device. It will actually give you the reasons as to why these numbers fluctuated, so they could prove definitively that these experience changes were actually having the desired impact. And having an impact, they did. Just by optimizing the customer journey, creating a more relevant experience, using the tools at hand, they're able to generate over 50 million UK pounds in these small but very powerful optimizations. And basically to take away from this is don't be afraid to test, don't be afraid to mix and remix the experience. This is where you're going to get better. Starting with the journey, starting with the vision of where you want to go clearly makes sense. That's what I really love about the Heathrow thing is they set the grand vision and then now they've been executing it little bit by little bit by little bit. The one that they're doing now is the number plate recognition. So in other words, as soon as the car arrives on premise, we now send you a push notification, welcome to Heathrow, thank you for joining, etc. And realize that you're probably not going to get it right all the first time. Start with a little bit, get the right tools in place, and then as you get better and as you understand your customers better, then you'll both be able to have an amazing journey. So this is the attendant tools that you saw as part of the Heathrow journey. So campaign for organizing the emails, cross-channel marketing, SMS, push notifications, etc. Analytics for the dashboarding and creating actual insights. Target, as mentioned earlier, for mixing. The social, they're using it right now for just scheduling that outbound messaging and communication. So I promised that I would show you the slides a little bit of what the technology was. This is simply just to know that everybody's using it. All the major verticals, all the major brands. Adobe is being used by all of them, top Fortune 50, etc. The stack itself that's powering these experiences here is the Adobe Marketing Cloud. So
Basically, the one magic piece I think that ties it all together is the core services. In other words, these are the pipes that connect your audiences that are generated in analytics that can be reused in your targeting. In other words, it's one cohesive platform that allows you to do this. This isn't a bunch of bit pieces knit together. So campaign, analytics. Oh, what I didn't get into too much, and I'll be honest, it's not truly my areas of expertise, but I did want to cover it, is the advertising cloud. So as part of that, we have a media optimizer, which is basically programmatic ad spend management. So in other words, getting the right mix of social spending, paid, earned, and advertised links, etc., so that you can automatically execute your ad campaign strategy. I don't have too much more to add with that, so I'm just going to wrap it up and say thank you very much for your time, and enjoy your breakfast. Merci beaucoup, Wes. This was very good. And your French has improved tremendously since last time. I don't know if it's the couple of scotches you had yesterday night in Montreal. I think so. You have no idea how long I stood in the mirror and practiced my French. Donc, on passe d'un milieu très fragmenté. Même les Gartner et les grands analystes faisaient une espèce de tiercé de course dans quel segment, qui c'est qui gagne. Et là, vous voyez que Adobe est la plupart du temps en haut à droite complètement, parmi les gagnants. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, qui m'intéresse du moins aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est davantage ce principe de la plateforme connectée. Et comme Wes disait tout à l'heure, la magie, c'est dans la connexion de la connaissance transverse de tous les points de contact. Et il s'avère que cette couche-là, elle est gratuite, elle est offerte par Adobe une fois que vous achetez un produit quelconque. Automatiquement, vous avez droit à tous les services qui viennent avec. Alors qu'on parle de quelque chose que je pense de très contemporain, 2016-2017, donc de rapiécer ou bien de mettre ça dans une plateforme cohérente, le monde avance entre-temps. Tout récemment, Forrester a sorti un rapport, par exemple, sur Digital Intelligence Platform. Tout à l'heure, on parlait, par exemple, des 4 grands attributs qui font un bon marketing hub. Déjà, la frontière a été repoussée. Là, on parle de 15 critères additionnels qui sont à propos des analytiques, du prédictif, etc. Donc je ne rentre pas dans les détails. C'est juste pour dire que pendant qu'on se parle et qu'on veut régler les problèmes qui sont carrément d'aujourd'hui, le monde avance très rapidement aussi. Donc Wes vous montrait un peu cette plateforme-là. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'Adobe est essentiellement connu pour PDF, Photoshop, Acrobat, etc. Mais par ailleurs, quand on regarde en bas, quand vous allez sur http://canada.ca, c'est un système Adobe qui vous répond. C'est le Adobe Experience Cloud qui répond. Il y a là-dessus 50 millions de pages, il y a 100 ministères qui sont là-dessus. Vous avez Sony, vous avez Citibank. Donc vous avez des géants qui sont là-dessus, comme Wes le montrait tout à l'heure. Par contre, j'insiste sur le fait qu'il y a des solutions intermédiaires aussi. Ce n'est pas seulement les gros canons, ce n'est pas seulement les 50 millions de pages. Ici, par exemple, vous avez le Rasmussen College, c'est 13 000 étudiants dans le Wisconsin, par exemple. Vous avez, le musée des Fine Arts de Boston. C'est relativement modeste comme budget, disons. Donc, il y a moyen d'y aller progressivement, et tant bien qu'on a un écosystème assez complet, assez complexe. Ce que j'aime dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avaler le cochon au complet, on peut le manger tranche par tranche. On peut y aller une à la fois. Ce qui est très important, et j'aimerais y revenir dans quelques instants, c'est l'importance. Alors, c'est ce que Gartner dit aussi, l'importance des normes ouvertes et de l'interopérabilité de ces pièces-là. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre une pièce Adobe, mais ce n'est pas important de prendre l'autre pièce à côté. Ça peut être autre chose tant que ça joue dans les grandes normes modernes. Donc, il y a un réseau de partenaires assez important quand même. Bien sûr, INM, Anthony a dit tout à l'heure, nous sommes la seule équipe canadienne avec le statut de spécialisation. Adobe a sa propre équipe de service aussi. Ce n'est pas des gens qui vendent un produit et puis qui tournent le dos par la suite. Il y a d'autres partenaires aussi au Canada. Des questions jusque-là? Le timing est parfait. On voulait être justement là. Merci d'être venu. Donc, ce que j'aimerais faire là, c'est arrêter de parler d'une certaine façon et engager plutôt le dialogue. Il y a 6 cartes que j'aimerais mettre sur la table, sur ces 6 sujets-là. Je vais passer 1 minute par sujet pour donner une opinion expéditive, même simpliste, je dirais, avec laquelle vous pourrez être d'accord ou non, et c'est là qu'on va enclencher le dialogue sur c'est quoi votre opinion, quels sont les obstacles que vous rencontrez, vous êtes d'accord ou pas. On pourrait se battre, pourquoi pas. D'ailleurs, on va amener un chariot de poissons dans un instant, là.
Donc, premier sujet sur la stratégie. D'accord ? On sait tous que sans stratégie, on échoue, ça c'est absolument évident. C'est de l'expérimentation ouverte sans imputabilité. D'un autre côté, une stratégie beaucoup trop rigide est aussi une source d'échec, selon nous, selon mes presque 30 ans sur le marché. Le fait de s'enfermer pendant des mois, sinon des années, à refaire des stratégies sans exécuter est aussi une source d'échec. Donc, la position que je prends de manière assez frontale et simple ici en disant, même la stratégie est agile. Il y a 3 composants pour moi côté stratégie. C'est 1, quel est le jeu minimal d'objectifs qu'il faut poursuivre ? 1. 2, quels sont les efforts qu'il faut arrêter ? On l'a dit tout à l'heure, il y a des industries qui sont en train de mourir, il y a des sociétés qui ont 400 services, 800 produits, peut-être qu'il faut en arrêter. Ça fait partie de la stratégie aussi. Tout faire n'est pas une stratégie. Arrêter certains efforts inutiles ou qui n'ont pas d'avenir fait partie de la stratégie également, des décisions qu'on peut prendre. Troisièmement, c'est quels sont les inconnus à explorer ? Une liste de quelles sont les stratégies sur lesquelles on ne peut pas établir aujourd'hui, mais quelles sont les données ou les informations dont on a besoin le trimestre prochain pour pouvoir s'aligner. Voilà. Alors, tout à l'heure pour la discussion, sachez qu'il y a cette diapo-là, très très bon bouquin, belle référence, plusieurs d'entre vous connaissent sans doute, on y reviendra peut-être. Deuxièmement, c'était à propos de qui gère le projet, qui contrôle le budget d'une certaine façon. Est-ce typiquement marketing, on dit business lines, parce qu'on parle souvent de commerce de détail, même dans le cas de Heathrow, on n'a pas parlé tellement de voyage, mais plutôt de commerce de détail, parce que c'est facile à comprendre. Mais ça s'applique à tout. Ça s'applique aux produits financiers, ça s'applique à tout ce qui est récréatif, bien sûr, mais ça s'applique à l'éducation aussi. Quand l'objectif n'est pas de vendre quelque chose, mais d'amener les gens à un certain objectif. Ça s'applique au service à la clientèle, par exemple. Donc ça peut être non seulement combien de dollars on a fait, mais combien rapidement on y est arrivé, éventuellement, ou en moins de clics. Donc, cette question, la réponse, il y a 10 ans, aurait été très simple. C'est bien sûr informatique qui va gérer ces projets-là, entièrement. Et il y a 5 ans, cette réponse aurait été, mais bien sûr, c'est marketing qui va tout gérer. Tout est dans le cloud, c'est simple, ne réveillez pas les gens de IT, on va y aller. Pour moi, la réponse, c'est vraiment le partnership ici. Je suis désolé, je n'ai pas répondu clairement si c'est l'un ou l'autre qui gagne, mais justement l'idée, c'est qu'il n'y a pas de gagnant là-dedans. Ce que je peux vous garantir, c'est que s'il n'y a pas un partnership, il y a échec. Ça, c'est garanti. Ça ne dit pas que le partnership va garantir le succès, mais ça donne une chance quand même. Et à ce sujet-là, donc, Gartner a fait beaucoup, il y a beaucoup de références là-dessus. Comment les CMO sont en train de dépenser de plus en plus des budgets d'informatique. D'accord ? En haut, c'est un article qui date d'hier, en réalité, parce que la semaine dernière, à San Francisco, c'était Martech. C'est une nouvelle conférence sur les technologies du marketing, qui est le cœur de notre sujet ici. D'accord ? M-Architecture is more important than ever. Architecture, on parle d'architecture, de système informatique, là, c'est du system design. Ce sont les informaticiens ou les CIO qui comprennent ce genre de choses, mais il faut que ça soit appliqué au marketing. Content is King, Technology is Throne, c'est récemment un article que j'ai écrit, mais ça explique bien ce que c'est. Content est toujours king, c'est absolument évident, mais le roi, ça ne peut pas s'asseoir sur un tabouret. Parlons de internal versus external team. Là aussi, interne, c'est pratique, tout le monde connaît tout le monde, voilà, on va bâtir quelque chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'inspiration de l'extérieur. Par contre, quand on va complètement à l'extérieur, on dit on va donner ça à une société extérieure qui va régler tous mes problèmes, incluant en embauchant une usine en Inde qui vont tout faire de la magie en 6 mois, tout est opérationnel, ça ne marche pas non plus. D'accord ? Donc là aussi, c'est côté hybride, c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'équipe interne qui connaît le métier, qui connaît la culture de l'organisation et qui notamment va faciliter la gestion du changement. Il faut des champions à l'interne. Mais par contre, il faut qu'ils soient challengés des idées qui viennent de l'extérieur. Surtout des gens qui viennent de l'extérieur, with the scars, comme on dit, avec les cicatrices. Des gens qui ont été sur le champ de bataille, qui l'ont déjà fait. Parce que très souvent, à l'interne, les gens n'ont pas fait ce genre de choses. Donc c'est important de prendre des gens qui ont l'expérience prouvée, mais là, j'en arrive aussi à the Dunning-Kruger effect, qui est que lorsqu'on embauche des gens de l'extérieur, mais qui ne savent pas, même pas ce qu'ils ne savent pas, il y a ce danger-là, éventuellement. Donc ça, c'est un autre article que j'avais écrit à ce sujet-là. On y reviendra éventuellement. Donc là aussi, ma réponse est de préférence hybride. Waterfall versus agile. Il y a 10 ans, la réponse était très, très claire. C'est waterfall. On veut de la certitude, sinon vous ne rentrez pas. Sinon vous êtes incompétent, vous ne comprenez pas. Montrez-moi une certitude sur 5 ans. Là, on a une très, très grande ouverture à l'agilité.
C'est pas une idée nouvelle, l'agilité. Franchement, ça date d'il y a 20 ans, mais aussi il y a tous les déconvenus de l'agilité d'il y a 10 ans. Et qu'on voit un tout petit peu pour les gens, du côté des gens qui l'appliquent mal, disons, dans le sens qui appliquent la Bible agile. Le livre dit telle chose, je vais l'appliquer. Non, l'agilité, c'est beaucoup d'intelligence. C'est un peu comme faire du vélo, dans le sens qu'il faut s'adapter à la situation et non pas suivre les procédures à la lettre. Malheureusement, dans la grande organisation, ce qu'on trouve d'un point de vue agilité, c'est un peu des vengeances personnelles des uns les autres aussi. Genre, c'est moi qui contrôle le projet. Il y en a qui sourient dans le groupe, là, j'ai remarqué, nerveusement, je dirais. Mais la réponse, définitivement, c'est du frère, ce que je vais appeler du vrai agile, mais j'appellerais plutôt, pour n'insulter personne, je l'appellerais l'agile pragmatique. Et pour moi, il y a 3 attributs excessivement importants. Peu importe ce que la Bible dit, il y a 3 attributs très importants. Un, c'est la transparence. L'information circule, elle n'est jamais cachée. Et quand on imagine, on envision, quand on se projette au moment d'un kick-off, par exemple, sur les risques potentiels ou des choses que le groupe n'a pas vues, c'est de les amener. C'est cette transparence-là. Deuxièmement, itération. On y va par étapes. Toutes les 3 semaines, il y a une rencontre. Toutes les 4 semaines maximum, il y a une rencontre. On ne part jamais, genre 6 mois, il n'y a pas de transparence sur le projet ou de visibilité sur le projet. 3, très important, c'est l'inspection. Tout ce qui est livré est inspectable. Ce n'est pas des rapports de statut. C'est qu'on voit la chose fonctionner. D'accord ? Donc il n'y a pas une rencontre agile sans qu'il y ait un projecteur et qu'on montre des choses. Que ce soit du logiciel qui tourne, que ce soit des preuves de concept, que ce soit des documents, il faut les montrer. Donc à propos d'agilité, malheureusement on voit ça trop souvent. D'accord ? Ça revient avec les stratégies hyper précises aussi, genre dans 3 ans on va être là. Oui mais attendez, on n'est même pas sortis ensemble, on ne sait pas où on s'en va. Make versus buy, d'accord ? Le fabriquer à l'interne, il y a de grands avantages parce qu'on a le plein contrôle sur le détail même de ce qu'on va faire, alors que le buy, bien sûr, vous avez du ready-made avec l'inconvénient d'acheter un monolithe qui ne s'adapte pas à vous. Le cas typique, c'est que vous achetez un produit qui fait à 90% ce que vous voulez, mais le dernier 10% prend 90% de votre budget. Ça, c'est le cas typique qu'il faut éviter. Qui nous mène à ça. C'est vraiment ce que Gartner dit avec ses marketing hubs. Vous adoptez des briques, des building blocks finalement, des briques élémentaires qui marchent très bien ensemble, qui sont assez flexibles et adaptables, mais qui interopèrent surtout. Je reviens à ça, les open standards. Et ce n'est pas seulement du open source. On s'est trompé dans l'industrie un peu autour de ça aussi. C'est d'avoir des standards pour que ces pièces-là fonctionnent ensemble et jamais, jamais, jamais customiser du code qui n'en a pas besoin. Et ça, je reviens à mon Dunning-Kruger effect préalable. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. À un moment donné, ils commencent à customiser alors qu'il suffisait de configurer un petit bidule. Donc, ça prend des gens qui connaissent très, très bien la technologie. Donc, ma réponse ici, c'est d'y aller avec des produits de la catégorie du hub. Voilà. Évolution versus révolution. Est-ce qu'on continue de bâtir avec les technologies que nous avons, avec lesquelles nous sommes familiers, dont nous connaissons toutes les limites et les faiblesses ? Donc, je continue de retaper ma Toyota 1982, ou je m'achète la Tesla, ou la nouvelle Toyota, importe. Bien sûr, si j'adopte la nouvelle technologie, ça va être plus performant, il y a une plus longue vie devant moi, mais il y a des coûts de migration et de change management, bien sûr. Ça, je n'ai pas de réponse tout de suite, et franchement, ça dépend du contexte. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bonhomme, c'est celui qui fait la mosaïque de marketing que vous avez vu tout à l'heure, qui s'appelle Scott Brinker, qui a un excellent blog, il fait d'excellents articles, le Martech's Law. Je pense que ce graphique explique très bien ce que c'est. C'est que l'évolution technologique et les besoins également vont tellement rapidement, et l'organisation habituellement va tellement pas vite, qu'à un moment donné, l'écart se fait très grand. Et ça, c'est typique des implémentations du genre que j'appelle Titanic. Hein, qu'on amène des gros logiciels, on commence l'implémentation, l'impression que dans 2 ans, on est rendu là. Dans 2 ans, on arrive, on nous dit « Oh, on a encore un backlog, il y a 4 exceptions, il y a encore 5 produits à migrer, donc on y passe une autre année. » Et ça continue comme ça. Mais l'écart augmente. Donc la liste des choses à faire pour avoir une bonne plateforme n'arrête pas d'augmenter. Quelque part, on se dit, on trace la ligne, on amène de la bonne technologie, donc qui soit open standard, interopérable, etc. Voilà mes 6 cartes avec, de manière très simpliste, j'ai résolu tous les problèmes de la planète. Alors, ce que j'aimerais ici, c'est que vous me disiez en quoi... c'est plutôt une ambiance table ronde que je voudrais établir ici. C'est pour ça qu'on a des tables rondes, d'ailleurs.
en quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord ici. Et je voudrais agir comme modérateur, beaucoup plus que question-réponse à ce stade-ci. Notamment, par exemple, quels sont les obstacles, les freins que vous avez devant vous. Yes, Nick, in English if you want. Merci.